Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Souvent, ici à l'auberge, en fin de journée, quand la journée est finie, là, est terminée, là, je relaxe et j'aime ça siroter un cognac. J'adore ça. Et souvent, je vais l'accompagner d'un café. Puis il y a des gens qui vont me dire ben, tu bois du café le soir, tu vas avoir de la misère à dormir. Non, j'ai pas de misère à dormir. Je bois du café le soir, ça me dérange pas du tout. Puis cette espèce de tradition-là, un cognac ou un brandy, justement avec un café, c'est très espagnol. Les Espagnols adorent ça. Prendre les deux en même temps. Donc, c'est un peu un petit côté espagnol que j'ai. Puis j'aime ça relaxer avec un cognac. Et le cognac, c'est un eau de vie d'exception. Le cognac, c'est tellement bon. À base de raisin, le cognac, le cognac, c'est une très, très grande tradition. Puis au-delà du verre ballon, boire un cognac, comme moi je le fais, mais le cognac, c'est beaucoup plus que ça. Le cognac, c'est toute une histoire. Puis le cognac, je pense qu'il faut le découvrir. Si vous êtes amateur de vin, vous allez découvrir le cognac, vous allez adorer ça. Et j'ai la chance vraiment, d'avoir avec moi un ambassadeur du cognac, Rudy Jean, qui est le représentant ou l'ambassadeur de la maison Courvoisier. Salut Jerry. Salut Rudy, merci beaucoup d'être ici. Le plaisir est le mien. Donc on a du cognac? Oui. Oui. On a beaucoup de cognac en ce moment. On a beaucoup, beaucoup de cognac. Donc, je disais que le cognac, c'est un eau de vie d'exception. Oui. Il y a le fameux adage qui dit « Un cognac est un brandy, oui. Mais ce n'est pas tous les brandys qui sont des cognacs. » En effet. J'ai trouvé ça bien. Oui. Mais... C'est un petit adage qui a été pris de la formule whisky. Aussi. Ah oui? Oui. On ne s'attendra pas sur le whisky, mais on a un peu twisté l'adage je comprends. Pour le faire fitter avec le cognac parce que, en effet, il y a des gens qui arrivent, puis quand on arrive à la SAQ, on a la catégorie des brandy cognac qui sont généralement ensemble. Et les Québécois, en tant que tels, à la SAQ, sont très friands de brandy, surtout des marques qui sont là depuis très, très longtemps. Oui. Puis généralement, à la gauche de cette section-là, où on va avoir justement les cognacs qui vont être un petit peu plus chers. Puis les gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi le prix est souvent le double. Donc, dans le processus dont on va s'amuser à discuter dans les prochains moments, on va pouvoir comprendre pourquoi le cognac est un brandy, mais un brandy d'exception et d'appellation contrôlée, qu'on appelle. Donc, cognac de la région de Cognac. Donc, justement, c'est cette historique-là, Rudy, on dit cognac, comme tu viens de dire, on parle de la ville de Cognac, oui. Cette région-là, en fin de compte, mais l'historique, ça a commencé comment? Ça part de où? C'est quoi les influences? Ça part de où, ça, exactement? Là? Donc, si je me souviens de ton podcast sur les Charentes, oui. Tu expliquais magnifiquement à ton audience toute l'histoire de la Charente et des Hollandais, en fait, qui étaient des bons marchands de vin. Ces Hollandais-là, avec leur vin, ce qu'ils aimaient faire, c'est un peu au début des années 1600, c'est qu'on a découvert l'Amérique. On s'est mis à traverser avec notre vin vers l'Amérique et aussi vers le plus grand exploitateur qui était la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Donc, en traversant avec ce vin-là, à la fin du voyage, souvent, ce vin-là n'était plus très bon. Donc, ce que les Hollandais ont voulu faire avec les processus de distillation du temps qu'ils avaient et qu'ils connaissaient, c'était de séparer l'eau du vin. OK.
Donc, Non. c'est d'où est venu le processus. Donc, au début, c'était du vin, on va dire, régulier, Ouais, du vin normal. Exactement. Mais vu que en voyage, parce que les voyages étaient quand même assez Très longs. long. Exactement. Donc, en voyage, le produit perdait il Ouais. se brisait. En fait, le produit était moins bon. Donc là, il fallait qu'ils trouvent un genre de truc. Donc, le truc qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment séparer les deux éléments avec le processus de distillation et dans l'esprit de, au bout du voyage, les remettre ensemble. Oui. Mais au bout du voyage, c'est pas ce qui se passait. De un, la technique pour les remettre Oui. ensemble n'était pas très bonne. Mais aussi, dans le processus de distillation, ce liquide qui avait passé du temps dans un baril en tant que tel avait un goût aussi extraordinaire rendu au bout. Et un petit peu plus fort parce que les marins du temps étaient payés en alcool, étaient payés en rhum, étaient payés en cognac, OK. étaient payés en brandy. Ça faisait partie du salaire. Du salaire des exact. En tant que tel. Donc, est venu rapidement, en plus, à travers le temps que ça prenait pour se rendre au bout du voyage, il y avait aussi un processus de vieillissement qu'on appelle, un processus de vieillissement qui se passait dans le baril en question ou dans le vessel qui faisait le voyage sur ce bateau en question. Donc, avant que ça s'appelle un cognac, ça s'appelait bien sûr un brandy wine, comme tu l'as écrit, tu l'as si bien expliqué dans ton autre podcast, qui veut dire vin brûlé en hollandais. Vin brûlé. Vin brûlé. Donc, ce fameux vin brûlé-là prenait Qui était très bon, puis là, les gens se sont habitués à ça. C'est ça l'histoire. Ils se sont habitués à ça. Donc, rendu au bout du chemin, les marins qui voulaient prendre un petit coup, c'était beaucoup plus rapide de se mettre un petit peu dans le pep. Le vin brûlé, il faisait l'affaire. Le vin brûlé que le vin normal. Donc, aussi, ça a amené à plusieurs autres complications, mais bon, les gens trouvaient ça bien le fun. Donc, d'où est venu le brandy, qui est à base de raisin, à base de vin. Et le brandy de cognac s'est rapidement trouvé sur la map, justement parce que les Hollandais allaient faire ce chemin-là pour aller chercher les vins de Bordeaux. Donc, exactement, dans la région de Bordeaux. Au passage, il y avait la belle région de Cognac. Et exactement. Très rapidement, les raisins de cette région-là, qui faisaient des magnifiques vins blancs en tant que tels, faisaient aussi des magnifiques brandy. Donc, d'où est venue la réputation très rapidement, dans une 50aine d'années, du brandy de Cognac. On le savait déjà que dans cette région-là de France, le brandy qui arrivait de là était d'exception. Exactement ça. Et la fabrication en tant que telle, ça veut dire qu'il était comme un peu... Ces Hollandais-là étaient associés avec des Français de la place. Comment, ça veut dire ils ont emmené... il fallait distiller ça, il y avait de l'équipement. Donc, les Français de la place se sont équipés de... Vraiment, c'est les Hollandais qui ont amené leur technique dans la région. Et une grande partie de l'histoire du cognac français, c'est beaucoup, avant la maison Courvoisier en tant que telle, c'est beaucoup des expats qui se ramassaient qui ont découvert le liquide, qui savaient d'où ce qui venait et qui sont venus dans la région s'installer. Donc, si on prend M. Hennessy, c'est un Irlandais, la plus grande maison connue. M. Rémy Martin, c'est un Anglais. Et d'autres maisons, M. Martel aussi, c'est des Anglais. Courvoisier étant presque, il faut que je vérifie, la première maison de descendance en tant que telle française, de marchands français qui sont venus s'installer dans la région un petit peu plus tard que les autres. Donc, si on parle d'années de naissance de la maison Courvoisier, on va parler de 1828, qui est un petit peu plus tard que les 1795, les autres maisons qu'on a entendues peut-être une trentaine, quarantaine d'années avant. Donc, il y a la distillation sur place, oui. Il y a le raisin. Oui. Est-ce que c'est des propriétaires terriens qui possèdent des grands vignobles ou c'est... comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils achètent le raisin ou peut-être aujourd'hui ceux qui font pousser la vigne? En fin de compte, comment ça fonctionne? Voilà où le fameux prix ou sinon la fameuse distinction du cognac. Voilà, c'est ça. Il y a une différence de prix, il faut l'avouer. Donc, si j'aime ça toujours mettre en contexte avec un peu les autres spiritueux, comment c'est facile ou plus ou moins facile d'exécuter. Donc, si on compare avec le whisky en tant que tel, je suis un producteur de whisky, j'ai ma distillerie à moi, j'appelle mes amis qui font des grains, ils m'amènent du grain, je prends de l'eau qui vient d'à côté de moi, je fais ma bière, je distille et j'ai ce qui va être aussi une eau de vie, et je mets en baril ensuite. Oui. Donc, tout le processus se passe à la maison, chez moi, et je suis en contrôle un peu de tout le processus. Quand il s'agit de Cognac, c'est une grande région d'à peu près 40 000 hectares, qui était beaucoup plus grande avant, mais il y a eu une maladie dans les années 1800
qui a affecté un petit peu la production de cognac et la production de vin en même temps. Oui. Donc, je suis un vigneron. J'ai des hectares et je vais vendre mon vin à une maison de cognac. Donc, si on prend la région de Cognac au grand complet, on parle d'environ 4000 vignerons au grand complet. Les grandes maisons travaillent avec les mêmes vignerons de génération en génération depuis au moins 200 ans. Quand même. Chez Courvoisier, ici, je parle pour ma paroisse, on travaille avec environ 800 vignerons. Extraordinaire. Donc, ces vignerons-là, à chaque année, à chaque récolte, chaque saison des récoltes, qui viennent de se passer, qui s'est fini il n'y a pas très longtemps, c'est quelque part, c'est jamais une date exacte, mais ça dure environ 10 jours, quelque part au mois de septembre, presque début octobre, selon les années. Mais dès qu'on sent que les raisins sont prêts, on y va à la récolte. Donc, ces vignerons-là nous envoient, après leur récolte, leur batch de vin. Là, quand le vin arrive à la maison Courvoisier, on doit évaluer tous les vins qui rentrent de tout le monde, des 700 vignerons. Chez Courvoisier, un partie du processus de la qualité, c'est qu'on fait une prédistillation de tous les batchs qui rentrent avant de les envoyer dans le grand processus de distillation qui va être généralement du mois d'octobre jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Okay. À partir de ça, si c'est fait le 1er avril, ce n'est plus considéré comme un cognac. OK. Ça fait partie du processus. Il y a le processus. Donc, ça permet aussi de passer les produits les plus intéressants au début, rapidement, dans le procédé. Puis, en fin de compte, on parle de raisins. C'est quoi les cépages? En fin de compte, c'est-tu des cépages particuliers ou c'est des cépages qu'on connaît dans les vins normaux, les vins qu'on prend tous les jours? Oui, donc on va parler de folle blanche, de colombard. Ça, c'est les types de base à la base avant de donner 6 types de raisins qu'on peut utiliser pour avoir un cognac spécifiquement. Donc, on va parler de grande champagne, de petite champagne, de fin bois, de borderie, de bon bois et de bois ordinaire. Donc, ça prend spécifiquement ces 6 types de raisins-là pour pouvoir faire un cognac. Si on utilise quelque chose d'autre, ce n'est pas un cognac. Ce n'est pas un cognac. Et si vous connaissez un petit peu les Français et leur fierté c'est incroyable. par rapport aux raisins qu'ils produisent, donc ces 6 types de raisins-là ont différents types, ils vont avoir différents profils aromatiques. Et éventuellement, ce qu'on va faire, c'est que dans le processus de blending, selon le produit qu'on veut livrer, on va mélanger ces types de raisins-là ensemble pour faire un cognac à la fin. Donc, on peut seulement utiliser ces 6 types de raisins-là. Donc, on a le jus. Oui. Il regarde tous les jus, il y en a plusieurs quand même. Il y a une sélection qui se fait. Oui. Et quand on fabrique un cognac, justement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'ils font exactement pour en faire ce nectar-là? Dans le fond, quand j'ai parlé des jus. Oui. Les jus vont être distillés. Cette distillation-là, c'est une double distillation. Donc, après la première distillation du raisin qui a été accepté selon les standards qualité de chaque maison en tant que telle, parce que ce qui arrive aussi, ce que petit bout que j'ai sauté un petit peu, c'est avec les 700 vignerons, chez Courvoisier, on n'est pas propriétaire nécessairement de toutes les distilleries qui vont distiller le produit. Donc, on fait affaire à ce qu'on appelle des bouilleurs de cru sous le terrain. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés à distiller du jus de raisin ou du vin avec une note particulière, mais pour chacune des maisons. Donc, ça se peut qu'on ait un bouilleur de cru qui passe la commande de Courvoisier aujourd'hui, qui après ça, c'est la bâche de NSI, après ça, c'est la bâche de Rémi Martin. Puis ces jobs-là, ça doit être des genres de jobs est-ce qu'on va à l'école pour être un bouilleur de cru? Ça doit être passé de... Oui, c'est aussi passé de génération en génération. Exactement. Généralement, c'est quand on va dans la région, si vous avez la chance de voyager dans cette région. Un jour, je ne suis jamais allé dans cette région. C'est très convivial. La compétition est vraiment sur le marché américain. Comme moi, nous, on se taquine un peu en termes de compétiteurs, mais dans la région, c'est toute une grande famille, en fait. Ils se connaissent tous, ils se battent tous pour les mêmes causes. Je comprends. Donc, on parle de bouilleurs de cru. Donc, les bouilleurs de cru vont faire une partie de notre production. Oui. Chez Courvoisier, on est propriétaire de 2 distilleries. On vient de racheter justement un vigneron. C'était un des plus vieux vignerons avec qui on faisait affaire. Il n'y avait pas nécessairement
de relève à son domaine. Donc, il s'est retourné vers la maison pour leur demander est-ce qu'on voulait l'acheter. Ça s'appelle le domaine Guilletot. C'est un vieux monsieur qui a bientôt 80 ans, je pense. Très sympathique, monsieur. Donc, ceux qui boivent du cognac vivent vieux. C'est ça. Il vit très vieux. Et justement, on a racheté cette partie-là parce que ça nous permet, dans le processus éducatif de tour, de visite de la maison Courvoisier, ça nous permet de mieux expliquer aux gens qui viennent justement le processus de la vigne qui devient du vin, le vin qu'on distille. Lui avait justement 2 alambics dans son domaine. Donc, le processus d'alambic, c'est un alambic charentais. Donc, aussi pour être du cognac, il faut nécessairement utiliser un type d'alambic seulement. C'est l'alambic charentais. Ça, c'est des gros alambics, un peu comme cuivrés. Oui, exactement. C'est ça. Les gros alambics cuivrés. La seule chose qui peut varier, c'est la dimension de cet alambic. Mais c'est exactement le même alambic pour tout le monde dans la région. Donc, c'est un alambic de cuivre, bien sûr. Donc, on fait 2 distillations. Après la première distillation, on obtient un bruit qui est déjà très aromatique, très au nez. Selon les types de raisins, on peut déjà découvrir les notes de chacun des types. C'est le premier liquide qui est transparent, en fin de compte. Transparent, mais un petit peu, on dirait sale, on dirait. OK, oui, c'est ça. C'est ça. Si je fais une image pour nos auditeurs, un petit liquide mais déjà sale. là, à la première distillation, tu peux détecter des notes. Ensuite, après la deuxième distillation, tombe l'eau de vie. Donc, on va avoir une eau claire. Les arômes sont là, très intenses. On tourne autour des 80% d'alcool. 72% pour être plus précis. 72% avant de le mettre en baril. Ensuite, la partie la plus fun, c'est vraiment de prendre cette eau de vie-là, de la mettre en baril. Donc, pour devenir un cognac, il faut nécessairement que le produit soit vieilli un minimum de temps dans un fût de chêne. Voilà, ça, c'est du fût de chêne. Fût de chêne français. C'est pas obligé d'être français. Ah non, pas obligé d'être français? OK. Je croyais aussi, il y a 4 ans, quand j'ai été faire ma première visite, c'était obligé d'être français. Ce n'est pas obligé d'être français, mais la France est bordée de 2 très belles forêts, 2 très grandes forêts, dont on est habitué. Donc, on a les troncets et les limoussins, qui sont les 2 types de chênes qu'on va trouver dans les forêts qui séparent la France de l'Italie et d'autres. Donc, c'est ces 2 types de grains qui vont former nos barils chez la maison Courvoisier. On n'est pas obligé de les prendre, mais les cognacs français vont généralement utiliser en grande majorité, à part pour faire de l'expérimental, des barils de chêne français. C'est des gros barils, c'est pas des quarter casks. C'est vraiment des gros barils. On parle d'à peu près 250 litres. Okay. Entre 250 et 450 litres que peut prendre un baril. Donc, les produits ici au Québec de chez Courvoisier, justement, on parle de vieillissement. Là, il faut comprendre, puis ça peut être un peu... Il faut comprendre, on parle de cognac VS, on parle VSOP, donc, puis on s'est entendu qu'il y a plusieurs choses. J'ai même vu chez vous un sherry cask, donc un cognac qui a vieilli dans un baril de sherry. Donc, pour tout démêler ça, donc partir du VS, monter un peu plus, c'est sûr qu'on monte aussi en prix avec le temps. Et c'est quoi les détails de ça? Donc, autour de 1909, toutes les grandes maisons de cognac voulaient premièrement travailler sur la distinction cognac en tant que telle. Donc, ils se sont tous mis ensemble pour pouvoir travailler sur l'appellation contrôlée cognac, pour pouvoir se séparer de la catégorie des brandy puis s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée. Le processus a été complété en 1932, mais à travers ce processus-là, on a trouvé un processus aussi de classification de ce que tu viens de dire, du VS, du VSOP et du XO. C'est drôle parce que quand je ne connaissais pas nécessairement la catégorie... Non. Des fois, je rentre dans des bars, puis les gens ils demandent un XO, puis ils pensent que XO, c'est une marque. Ils ne savent pas que toutes les maisons... presque... C'est ça. Donc, cette entente-là, autrement dit, se sont mis ensemble pour vraiment faire des catégories, pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Où s'en va un peu, puis avoir un certain contrôle, pas nécessairement de la qualité, mais s'assurer qu'on ne passe pas un liquide jeune dans un produit plus vieux, puis qu'on fait juste le nommer comme ça pour le nommer comme ça. C'est ça. Donc, VS pour Very Special, c'est un minimum de 2 ans de vieillissement en fût de chêne. Ça, c'est un minimum. Il peut faire un peu plus, mais c'est le minimum. Donc là, le liquide qui est transparent,
Mais va prendre la couleur du bois. Exactement. Il faut prendre la couleur du bois. Et ensuite, on va faire un blend de nos produits, nos différents types de raisins pour pouvoir avoir notre VS. Donc, généralement, le minimum, c'est 2 ans. Il y a des maisons qui vont vous livrer un VS à 2 ans directement. Chez Courvoisier, on va faire généralement plus que le minimum requis. Donc, on est entre 3 et 5 ans pour notre VS. OK. Ce qui va varier aussi dans les prix en tablette, vous allez le voir. Un produit moins cher, généralement, c'est pas parce que c'est moins bon ou c'est plus cheap, c'est peut-être juste parce que le temps de vieillissement est beaucoup plus jeune. Dans le fond, c'est un liquide beaucoup plus jeune. T'as goûté le VS tantôt? Oui. Beaucoup plus épicé? Oui. Donc, il n'est pas nécessairement plus fort, mais il réagit beaucoup plus. C'est vraiment ce qu'un jeune cognac va faire. Tu vas sentir les épices. Il n'a pas encore pris le temps de maturer. Il est comme un peu piquant sur la langue. Exactement, piquant sur la langue. Ça, c'est généralement un VS, comme ça qu'on va le découvrir. Et les gens vont dire, un XO, c'est vraiment doux. C'est le temps barré, oui, mais c'est vraiment le réflexe qu'il va avoir. C'est sur le palais, les pétillements, un petit peu, le petit côté piqué que tu expliquais tantôt, vont vraiment apparaître beaucoup plus dans un VS. Donc, juste pour venir un petit peu en arrière, donc, est-ce que c'est le même cognac vieilli tu veux dire, différemment ou c'est vraiment des mélanges d'un blend différent? C'est un blend différent. C'est un blend différent. Oui. Aussi, il y a le vieillissement de un, et en même temps, il y a un blend différent. Un blend. Donc, selon le style de la maison, c'est ce qu'on cherche à livrer comme produit, on va utiliser des blends différents. Si je prends, mettons, la maison Rémi Martin, eux, ils veulent un cognac rough qui attaque le fond de palais. Qui a une présence quand même assez... C'est leur style de maison. Eux, ils sont fine champagne, donc ils n'utilisent que du grand et du petit champagne dans leur blend. C'est les 2 types de raisins qu'ils utilisent dans leur blend. C'est leur style de leur maison à eux. C'est comme ça qu'ils livrent leur cognac. C'est ce qui fait leur marque de commerce. Nous, Courvoisier, on va utiliser 5 des 6 types. On veut une palette plus large pour aller chercher des notes beaucoup plus florales, plus fruitées un petit peu comme cognac. C'est vraiment notre style à nous. C'est vraiment chaque maison va avoir leur style propre à eux. Là, je vais goûter au VSOP. Je vais t'accompagner. Il semble avoir un petit peu plus de bois. C'est vraiment. Le temps de lui, présence. il pique moins la langue. Aussi. Mais j'ai des personnes qui vont réagir à ce VSOP-là et vont le trouver plus fort. Il n'est pas nécessairement plus fort. Il y a juste des notes parce qu'on utilise un différent blend que le VS. Donc, il y a des notes de gingembre qui vont aussi piquer un petit peu sur le bout de la langue, qui ne sont pas nécessairement pour la même raison que le VS qui piquait sur le bout de la langue. Quand je fais des... ça m'arrive 1 ou 2 fois par année, un genre de petite dégustation de whisky. Les vrais, ceux qui en font souvent, ils vont se mettre une ou 2 gouttes dans les mains, ils vont se frotter les mains pour sentir. Et là, à partir de là, ça va leur donner comme un guide. Puis là, ils vont pouvoir détecter. Puis là, il y en a qui ont vraiment le palais fin. Et c'est incroyable. Puis après ça, par la suite, quand toi, tu le fais, puis là, il va te dire, regarde, il y a telle note. Là, tu dis, c'est incroyable. Donc, le truc des mains, ça fonctionne pour le whisky, ça doit marcher. Ça fonctionne également pour le cognac. Ah ben c'est ça, je vais l'essayer. Ça, c'est vraiment... Puis aussi, il n'y a jamais de mauvaise réponse en tant que telle. Parce que c'est ce qu'on perçoit. C'est exactement, le palais, c'est subjectif. Je t'ai parlé de gingembre. Si tu n'as jamais goûté du gingembre, j'ai beau te le dire, tu sais pas c'est quoi, tu vas pas le découvrir en tant que tel. C'est vraiment selon l'expérience. Donc, quand je fais des présentations ou quand je fais ce qu'on appelle des trade shows, des événements... les gens, je leur laisse parler puis dites-moi qu'est-ce que vous ressentez en goûtant le produit. Puis ensuite, je complémente un peu puis je vous donne un petit peu de notes à rajouter. Comme ça, vous pouvez vous dire à vos amis que... C'est ça. Mais pour le vin, c'est un peu comme ça. C'est notre perception à nous. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des vins qu'on trouve extraordinaires puis notre ami va trouver ça moyen. Exactement. Pourtant, toi, tu le trouves extraordinaire. Et tu as des notes, mettons, tu vas arriver avec une note exemple de sous-bois. Les gens vont dire, c'est quoi ça, sous-bois? Ça veut dire quoi exactement? Là, tu vas dire, c'est un peu quand tu marches l'automne en forêt et il y a du bois qui pourrit un peu comme ça. Puis quand tu t'approches, tu vas t'apercevoir qu'il y a comme un petit côté de moisissure, humidité.
mais mélangé avec d'autres d'autres arômes, ouais. ça fait comme un tout. Là, mais si tu détectes tous ces arômes-là, mais comme tu viens de dire, c'est personnel. On trouve des choses. Il y a des choses de base, c'est beaucoup plus fruité, un peu de base. Mais après ça, il y a une découverte. Et là, quand tu trouves un produit à ton goût, mais c'est ça qui est le fun. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais goûter au XO. Attends, VSOP pour Very Special Old Pale. Oui, mais pourquoi ça veut dire exactement? Old Pale. J'ai posé la question la dernière fois que j'étais là. Oui. Puis la légende veut que. J'aime ça, les légendes. Il y avait un roi d'Angleterre qui aimait vraiment une batch particulière de cognac qui avait une teinte Old Pale. Donc, on a rajouté le mot Very Special Old Pale après Very Special. Mais c'est vraiment, ça veut dire minimum de 4 ans de vieillissement en baril de chêne. OK. 4 ans, donc, on parle déjà un double du vieillissement. Chez Courvoisier, on le fait entre 5 et 8 ans. OK. Donc, c'est déjà du liquide qu'on est assis dessus pendant 5 et 8 ans avant ça de prend de l'espace, ça prend de l'espace. Ensuite, c'est qu'après qu'on ait fait notre processus de blending, donc on parlait des types de raisins plutôt, le VS est majoritairement fait de fin bois et de borderie. Le VSOP est fait de grande champagne, petite champagne, fin bois et borderie. Qu'on laisse vieillir 5 à 8 ans. Et une fois qu'on a tout blendé ça ensemble, on le laisse marier une autre période de temps encore. Avant de l'envoyer en bouteille. Avant de la bouteille, on le laisse maturer c'est ensemble. C'est un art. Et la personne qui décide, en fait, parce qu'au bout de tout ça, il y a quelqu'un qui décide de le mettre en bouteille, parce que s'il y a une période de 5 à 8 ans, on va à 6, après ça, on va attendre encore un peu. La personne qui décide ça, c'est un peu comme un genre de maître de chai, un peu comme le donc on a un peu comme le vin. Puis ils ont des réputations, donc c'est le fun. Donc, chez Courvoisier, on est rendu à notre 7e maître distillateur ou master blender. Oui. Monsieur Thibault Hontan, homme très sympathique, qui lead une équipe d'à peu près une dizaine de personnes qui dégustent tous les jours les cognacs. Tu es sérieux? À tous les jours? À tous les jours. Ils vont vérifier si c'est le temps ou c'est pas le temps. Si c'est le temps, si c'est pas le temps. Parce que dans le fond, ce qui est plus complexe avec le cognac, c'est vraiment de livrer, surtout pour le VSOP XO, c'est de livrer le même produit avec le même goût, la même qualité, année après année après année, parce qu'on veut pas que le client se dise qu'est-ce qui est arrivé là? Je comprends très bien. La personne qui est habituée à son produit. À son produit. Ça se peut que l'année prochaine, s'il change quelque chose, on change quelque chose, qu'ils se disent il s'est passé quelque chose. Donc, il ne faut pas que ça arrive. Il faut qu'il y ait une équipe de contrôle de la qualité qui sont là pour goûter les produits avec l'année d'avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Wow. Le XO, là, j'étais un peu plus dans, on dirait un petit côté, le feeling que j'ai eu un peu comme, ça se peut-tu un peu pomme caramel un peu? Crème brûlée. Crème brûlée, voilà. Je vais en prendre une autre gorgée. C'est le côté crème brûlée, orange confite. C'est magnifique. Ça n'a pas de sens. XO pour Extra Old. Oui. Je dis encore, toutes les maisons, généralement, ont un XO. Celui de la maison Courvoisier est venu beaucoup plus tard que certaines autres maisons. C'était pour répondre à un besoin d'avoir un autre produit un petit peu plus cher à offrir à une clientèle grandissante qui cherchait ce genre de produit un petit peu plus cher, haut de gamme et avec une certaine renommée. Donc, on parle ici d'un minimum de vieillissement, selon la loi, de 10 ans. Oh, OK. Donc, c'est long. Toujours embouteillé. Le XO, chez Courvoisier ou dans les autres maisons, les bouteilles sont toujours très belles. C'est-à-dire qu'il y a un côté très élégant. Le côté, c'est la larme un petit peu. C'est ce qu'on appelle le teardrop bottle, qui a l'air d'une bouteille de parfum en tant que telle. Mais ça représente vraiment la larme qu'une vigne fait. Quand on écrase un bout de raisin, il y a une petite larme qui sort de... C'est un concept très, très encastré profondément. J'adore ça. Mais chez Courvoisier, ici, on parle de notre XO entre 11 et 25 ans de vieillissement. Donc, on a une moyenne en tant que telle de 14 ans sur notre produit. Donc, déjà 4 ans plus que le minimum requis par la loi. Et on parle de grande champagne, petite champagne et fin bois. Marié pendant 3 ans après le blending. OK, c'est le temps qui passe. D'où le prix qui vient. D'où le prix, voilà, exact. Ça justifie le prix. D'où le prix qui vient avec la bouteille. Et j'ai vu chez vous qu'il y avait un 21 ans. Oui.
Donc, Ça, c'est vraiment Oui. une année. C'est 21. C'est pas 22, c'est pas 20, c'est 21. Donc, on n'est pas habitué de faire des millésimes. Oui, c'est ça. Mais C'est c'est comme un millésime. Donc, Patrice Pinet, notre avant-dernier maître de chai, a eu la bonne idée de faire 2 produits, le 12 ans, c'était le 12 ans Borderie et le 21 ans Grande Champagne. Donc, on a pris seulement un type de raisin OK. qui avait vieilli dans un type de baril pendant 21 ans. On a fait un millésime de 21 ans. C'est un excellent cognac, ça aussi. Je parlais tout à l'heure du Sherry Oui. Cask. Ça, je pense que je vais t'en ramener un petit peu. Je Si t'es vais, un fan de sherry, il faut que je t'en ramène. Il n'en reste pas beaucoup. J'ai une bouteille chez nous. J'ai dû en T'es passer sérieux? au moins 10 tout seul. Dans le fond, cette bouteille-là, c'est notre VSOP qu'on a fini pendant une période de 9 mois dans un baril qui avait contenu du sherry avant. Oui. Donc, pour ne pas perdre l'appellation contrôlée cognac, on ne peut utiliser soit des barils de chêne en tant que tels ou des barils de chêne qui ont eu un produit vinicole dedans. Donc, si c'était un ancien baril de Bourbon, ce n'est plus un cognac. Donc, vu qu'il y avait du sherry, c'est c'est un vin fortifié en tant que tel, on peut encore garder la mention cognac. Et c'est vraiment notre VSOP. Entre le VS et le VSOP sur des stéroïdes avec toutes les notes de sherry, de fruits sèches, de séchés qui embarquent là-dedans. C'est un des bons. Ça, c'est extraordinaire. Une des belles éditions spéciales qu'on a faites qui ne reviendra pas malheureusement. Donc, j'ai un backup de. Et qui dit cognac, dit. C'est déjà spectaculaire parce que c'est. L'histoire qu'on vient de raconter, c'est spectaculaire. C'est vraiment. C'est historique. Il y a de l'histoire là-dedans, puis ça prend du doigté pour faire quelque chose de bon. Oui. Mais quand on dit spectaculaire aussi, on peut monter dans des cognacs qu'on voit des fois dans des enchères ou Oui. des cognacs, là, les essences, esprit, oui, ou aussi des cognacs. Louis là, XIII, c'est ça, des cognacs spéciaux. une exception, oui. Donc, ils vont en faire des petites batches. Donc, c'est très, très. Si je prends, pour l'exemple, l'essence de Courvoisier, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher toutes les maisons de cognac ont ce qu'on appelle un paradis, où repose après. Dans le fond, le processus de vieillissement en baril s'arrête environ après 60 ans. OK. Après 60 ans, le bois n'affecte plus le liquide en tant que tel. Donc, on prend ce liquide-là et on le met dans ce qu'on appelle des dames-jeannes, des grands barils de verre, où le produit reste là, mais ne va pas, évoluer en tant que tel. Puis si on veut faire des éditions spéciales, on va aller piger dans notre paradis, dans nos dames-jeannes. Ça vaut une petite fortune, ça, ces barils. Oui. Ça doit valoir une fortune. Pour faire notre essence, on a été chercher des cognacs entre 50 et 75 ans Wow. de vieillissement pour répliquer un cognac du début des années 1900 que les rois achetaient, qu'on faisait spécifiquement pour les eux. rois. OK. Donc, avec ça, on a aussi un historique de différents temps de production, dans le fond, début des années 1900, ce qu'on a cherché à atteindre, mais on le faisait aussi avec du liquide qui a été fait avant qu'on passe au gaz au feu. Puis le bois, dans le fond, on chauffait au bois puis qu'on chauffait au gaz, dans le fond. Fait que c'est un petit peu une petite historique qui a été expliquée là-dessus. Donc, c'est vraiment le but, c'est de prendre des cognacs rares pour répliquer quelque chose qu'on faisait pour la royauté, les maisons impériales du début. Ces cognacs rares-là sont âgés. Oui. C'est une question qui m'a été posée par quelqu'un proche de moi. Un ami, justement. Son père est décédé et lui, quand ils ont vidé la maison. C'était un amateur de cognac. Oui. C'était un fan de cognac. Et il y avait une bouteille, justement, de XO qui était ouverte, mais qui est presque aux 3/4 plein. C'est une bouteille, il ne sait pas quand il l'a achetée, mais justement, y a-tu comme une date? Quand la bouteille est ouverte, est-ce qu'il y a un temps? Non, il n'y a techniquement pas de temps. Ça se peut qu'il perde légèrement. S'il a été exposé à la lumière, et si, là, tu me dis 3/4 plein, fait que c'était quand même correct. S'il reste 1/4, puis il y a beaucoup d'oxygène qui s'amasse dans la bouteille, peut-être que ça peut vraiment détériorer le produit. Et aussi, qu'est-ce qui pourrait affecter le produit? C'est si le produit était couché et le liège un petit peu... Oui, je comprends. C'est désintégré un petit peu dans le liquide un peu. Tu vas le goûter. Le liquide va goûter le liège en tant que tel. Mais s'il n'y a pas... En général, non. Tu peux, quand tu achètes une bouteille, on peut se gâter, justement. Ouais. Et ça, c'est une question aussi qui se pose. On veut se gâter.
On prend un cognac de temps en temps. Oui. On se paye une bonne bouteille. Ça devrait XO, rester. justement, on peut passer l'année sur notre bouteille. Petite anecdote, la dernière fois que j'étais en France, au mois de juin, on est allé au Paradis. On ouvre le Paradis. J'aime ça, moi, le paradis. Je trouve ça le fun. On va au paradis. Ben, il y a eu un problème, puis là, on pouvait plus aller dans le Paradis. Puis là, je me suis retourné vers mes collègues. J'ai dit, écoute, moi, je suis venu il y a 4 ans. J'ai été au Paradis, je le sais, mais là, on a des nouveaux dans l'équipe. On vient de passer 2 semaines là. Ça fait partie de l'expérience. Faut le faire, le Paradis. On trouve un moyen, là. Faut y aller. Fait que là, on se dit, OK, d'accord, on va le faire. On y va. On s'arrange. Tout le monde est correct. Tout le monde est safe, good. Fait que là, on ouvre les portes du Paradis. Moi, pendant ce temps-là, parce qu'on a un nouveau produit qui est sorti qui s'appelle Mizunara Cast. Où est-ce qu'on a fini du cognac dans un baril de chêne japonais. Oh, OK. Un produit. Les barils de chêne japonais, très rares à trouver. Ils valent une beurrée, pour utiliser le terme québécois. Ça, c'est sûr que ça va être des bouteilles qui s'en vont au Japon, justement. Non, là, OK. j'ai fait la semaine d'après, j'ai fait l'ouverture à Los Angeles, de la présentation à Los Angeles de ce produit-là. On parle d'une bouteille de 2500 US à peu près. Oui. Donc, un produit d'exception. Donc, je pensais que c'est ça qu'on allait goûter dans le Paradis. Mais là, on arrive dans le Paradis, toute la gang ensemble, et notre chef ambassadeur, il dit, il dit au nouveau, ben, promenez-vous et choisissez ce que vous voulez ouvrir. Mais là, dans le Paradis de Courvoisier, il y a des bouteilles qui datent de la plus vieille, 1874. Arrête. Wow! C'est ça, c'est le paradis pour vrai, là. Donc, là, finalement, on regarde, on ouvre n'importe quoi, là. Oui, là, moi, j'étais comme super excité comme un enfant. Je suis comme, on va ouvrir n'importe quoi, OK. Là, on essaie de, qu'est-ce qu'on ouvre? Là, il y avait une dame Jeanne là qui datait de 1895. C'était un restant de stock du roi Benoît V d'Angleterre qui ne s'est jamais rendu. OK, c'était une commande qui... ouais. OK, Il est arrivé quelque chose. Puis c'est resté là. C'est resté là. Fait que les bouteilles sont c'est les Wow! Il y avait ces 2 caisses du produit puis une dame Jeanne complète. Fait que là, on y va. C'était merveilleux. Donc, même 130 ans plus tard, dans la dame Jeanne, le liquide était extraordinaire. Mais l'histoire, on dit Courvoisier, puis sur la bouteille de Courvoisier, on voit le profil de Napoléon. On dit le cognac de Napoléon. Oui. C'est-tu Napoléon Bonaparte? C'est Napoléon. Est-ce que Napoléon buvait du cognac? Oui, Napoléon était très friand de brandy à l'époque. Ce n'était pas encore un cognac. La seule histoire qu'on a nécessairement avec Napoléon Bonaparte Ier, c'est qu'en 1811, il est venu rendre visite aux marchands qui étaient Emmanuel Courvoisier père et M. Louis Gallois, qui étaient des marchands de vin et qui avaient aussi des brandy dans leur warehouse ou dans leur chai dans le sud de Paris qui s'appelait Bercy. On sait par les... j'arrive pas à parler en anglais, là, par les records, Oui. qu'il est venu faire un tour. Mais on n'a aucune... Je peux pas t'affirmer qu'il a vraiment acheté des produits Courvoisier ou un brandy cette journée-là, mais on sait qu'ils se sont probablement rencontrés parce qu'il est venu faire un tour dans le chai de M. Courvoisier de l'époque. C'est tout. La vraie mention avec Napoléon, puis qu'on voit aussi sur la bouteille en tant que telle, qui est le crest impérial français, c'est qu'en 1869, Napoléon III fait de Courvoisier le cognac officiel de la maison impériale française. Et va s'en découler beaucoup d'autres titres, Danemark, Hollande, Grande-Bretagne. Donc, les gens, il y a beaucoup d'histoires derrière une bouteille de Courvoisier. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient friands de cette marque-là. Même si que c'est pas nécessairement la plus populaire aujourd'hui, mais des gens qui, même l'autre fois, j'ai vu un artiste qui disait que c'était un produit qui pense que pour lui, parce que le produit était moins cher en tablette, que c'était nécessairement un produit de moins bonne qualité, mais je c'est comprends. pas du tout ça. Les prix, des fois, faut pas se fier au prix selon la qualité du produit. On est vraiment, chez Courvoisier, on a eu beaucoup d'histoires de ce genre-là. Tu parlais de la Tour Eiffel tantôt. Oui, la Tour Eiffel. Avec le champagne Merci, on était les 2 produits disponibles à l'ouverture de la Tour Eiffel. On a aussi le seul maison de cognac qui a la mention prestige de la France 2 fois. On était les seuls à l'avoir 1 fois. On a eu Rémi Martin qui l'a eu aussi, je pense. Et là, on l'a eu 2 fois, dont la dernière fois en 2021, qui est un prix culinaire ou culinaire agriculture français. Oui. Donc, on a un gage de qualité à la maison Courvoisier qui est vraiment inégalable en tant que tel. Là, on tombe dans
La modernité, je peux dire, c'est que, oui, le cognac, comme je disais au début, un verre ballon, un cognac, moi c'est comme ça, j'ai un petit verre ballon. Oui. Cognac, mon café, puis là, je suis quelqu'un d'heureux. Oui. Aujourd'hui, le cognac, je dis aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, mais c'est le cognac à la base. C'est-à-dire, on peut le boire en cocktail, on peut le boire d'une manière différente. Oui. On peut même en faire, on peut même cuisiner avec. Des sauces, des flambées. Exactement ça. C'est exactement ça. Donc, des fois, on n'y pense pas. Mais non. Mais Faut pas avoir peur du prix qui est en magasin. une sauce avec du cognac, c'est fantastique. Toutes les notes fruitées que tu as pu goûter tantôt, Oui. on va les retrouver dans notre sauce. Ça rajoute un petit peu d'éléments à ce qu'on fait. Un bouillon. Oui. Ça peut être excellent. En cocktail aussi, les gens ont peur nécessairement de l'utiliser en cocktail. J'ai fait goûter à Mr. White Oui. le petit drink avec le San Pellegrino Limonata, qui est très super simple, en fait. On reçoit la visite, un once de courvoisier. San Pellegrino, citron. Citron. Le limonata avec une qui tranche appelle. de citron, 1, 2, 3. Je pense que son verre est vide, donc ça Oui. Donc, ça a fonctionné. Ça a fonctionné pas mal. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, le VS, généralement, les cognacs VS, on va les utiliser avec des produits qui ont un petit peu de gazeuse dedans. Ça va être plus simple. Les VSOP, un petit peu plus complexes, des cocktails ou un petit peu plus avancés, ce qu'on appelle des spirit forward. Donc, spiritueux sur spiritueux sur spiritueux. Oui. Pour bâtir un petit peu, mettons, genre un old fashion avec le VSOP, c'est magnifique. Un boulevardier avec le VSOP, c'est magnifique. Un Manhattan aussi avec le Cherry Cass. Avec le Cherry Cass, avec OK. le Cherry Cass, un bon Manhattan avec le Cherry Cass, wow. Donc, puis moi, personnellement, j'aime ça faire les... Ton préféré. Quand tu veux te gâter là, comme cocktail, tu prends... Soit un boulevardier avec le VSOP ou soit un old fashion avec le XO. Boulevardier, c'est quoi exactement? C'est cognac. La recette originale, c'est Bourbon, Campari, Vermouth rouge. OK. Moi, je vais utiliser le cognac. Parce qu'au lieu d'avoir un côté avec le Bourbon corsé, boisé, quand même assez intense, le côté cognac, le côté fruité va embarquer avec le Campari, qui est un amer, et le Vermouth rouge aussi, qui vont se marier parfaitement ensemble parce que c'est généralement des produits vinicoles aussi. Ceux qui passent par la France peuvent aller visiter, Oui. on dit dans la région de Cognac, mais donc on est quoi, à peu près à 1 heure de Bordeaux? On est à 1 heure au nord de Bordeaux. Si on est à Paris, c'est un TGV d'à peu près 2 heures. On atterrit à Angoulême, on prend le taxi. Pour Jarnac? Pour Jarnac, qui est à 15 minutes de Cognac, dans la région de Cognac. Mais à Jarnac, il y a quand même plusieurs maisons. À Cognac, il y a les grandes maisons aussi. Donc, c'est une très belle région. C'est les vallées françaises de vignes. Oui. C'est la campagne, c'est paisible, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Rudy. Merci pour nous avoir expliqué c'était un plaisir. Le cognac qui est... Est-ce que le cognac, justement, je m'avance, mais rajeunit d'une façon, c'est de la clientèle, justement, avec les cocktails, ou peut-être plus... Y a-tu les jeunes se mettent au cognac? Oui, on peut dire que parce que en plus d'être ambassadeur dans les 4 dernières années, j'ai fait aussi un travail de marketing par rapport aux produits. Donc, quand je suis arrivé chez ma compagnie qui s'appelle Beam Suntory en tant que telle, on avait fait un concours avec la SAQ qui parlait par rapport au courvoisier. Puis je me suis dit, je suis censé voir 2 types de clients, des cheveux gris, parce que je sais que le cognac, c'est mon oncle Serge. Oui, exactement. C'est ça. Mon oncle Serge était très, très fan de cognac. Oui. C'est resté un petit peu avec les mœurs, parce que c'est perdu. Les jeunes ont bu autre chose. Ils ont vodka, gin, maintenant. C'est comme l'histoire que je te racontais tout à l'heure. Mon ami qui perd son père, mais là, lui, il a mon âge, un peu plus jeune que moi, mais là, c'est son père. Donc, son père est un fan de cognac. Il en buvait régulièrement, il aimait ça. Puis c'était justement son drink de soirée. Puis donc, le travail a vraiment été fait par rapport à ce drink qui était placé puis qui était considéré comme un drink de vieux. Puis là, il fallait travailler sur non. C'est pas un drink de vieux, c'est un drink. C'est un drink point, c'est un drink de qualité. Puis là, voilà pourquoi on devrait consommer, puis voilà comment on peut le consommer
en cocktail, tout seul, puis d'une façon festive, joyeuse, de jour. C'est pas juste le soir. C'est pas juste le soir sur le bord du feu. Ça peut être l'été. Ça peut exactement. être... Parce que le produit, en tant que tel, c'est un produit fruité. On boit beaucoup de vin au Québec. Donc, oui. Techniquement, ça devrait être une suite logique, mais c'était pas le réflexe. Donc, on a travaillé beaucoup, mais la catégorie de cognac au Québec, aussi mondialement dans les dernières années, donc le travail est fait en tant que tel. Puis je pense que c'est plus nécessairement considéré comme un drink de mon oncle Serge, mais que tout le monde peut. Tout le monde peut apprécier. Puis justement, c'est être curieux puis essayer des cocktails. Des cocktails, ouais. Avec avec quelque chose citronné, justement, le San Pellegrino, là, ça, c'est très, très simple. C'est bon, ça n'a pas de sens. Non, ça, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Facile. Un long drink, facile à faire. Deux étapes. 2 étapes, on tripe. Rudy, yes. Merci beaucoup d'être passé à l'auberge. Puis, merci à toi. Je vais finir mon verre de cognac. Il me reste du VSOP que je n'ai pas terminé. Puis c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Salut. Merci.